Sur le salon du livre, le 26e de ce nom à Hermillon en ce moment, c'est au mois d'octobre, là, il fait beau, les auteurs sont là, les gens sont là aussi pour découvrir ces auteurs, notamment du prix Rosine Perrier, et ce livre, Le démantèlement du cœur, avec Daniel Deroulet. Bonjour Daniel. Ce livre, Le démantèlement du cœur, je pense qu'il a double sens. On démantèle deux cœurs à mon sens, ou plusieurs. Il y a une ambiguïté sur le titre, en tout cas, pas dans le livre, mais d'une part, c'est une histoire d'amour, de gens qui se retrouvent et qui ont de la peine à se retrouver, parce que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, et ça démantèle le cœur. Et l'autre, c'est un cœur de centrale nucléaire qui doit être démantelé du côté de Malville, et un des personnages, une femme de 65 ans, travaille à ce démantèlement. Et puis d'une certaine manière, il y a même un troisième démantèlement, c'est ce qui va se passer au même moment à Fukushima, quand une catastrophe nucléaire survient au moment du passage d'un tsunami qui balaye la centrale et empêche la reprise en main du cœur qui va fondre et qui va percer la cuve et provoquer cette catastrophe. Catastrophe qu'on connaît bien, puisqu'évidemment on a tous été impliqués à plus ou moins, même si on n'était pas sur le terrain, on en a beaucoup parlé. Mais en tout cas, ce livre, c'est quand même c'est un cycle qui se termine, qui est basé sur le nucléaire à la base. Vous êtes proche des atomes, hein? Il se trouve que j'ai travaillé comme informaticien dans une centrale nucléaire en construction, donc je sais à peu près de quoi je parle, et ça m'a toujours fasciné en tant qu'ingénieur le rapport qu'il y a entre la science et la littérature. Les gens qui écrivent des livres, des romans, souvent n'ont pas grand-chose à voir avec la science, et les scientifiques, souvent, n'ont pas grand-chose à voir avec la littérature. Et moi, ça m'intéressait justement de raconter l'histoire de quelques scientifiques qui sont, à mon avis, des personnages très romanesques. Ceux qui ont construit les premières centrales, ceux qui ont construit la bombe d'Hiroshima, sont des personnages qui méritent notre attention. Et il se trouve que malheureusement, j'ai raconté le début de l'histoire. Il y a 20 ans, j'avais commencé avec comment ça se passe du côté de Los Alamos aux États-Unis au moment où on construit les premières centrales. Et puis ça se termine tragiquement par Fukushima. Donc j'ai fait un cycle, oui, mais contre mon gré. Je n'avais pas prévu de raconter ce qui allait se passer après Hiroshima. C'était à chaque fois qu'il y avait une catastrophe, ça vous donnait une inspiration pour continuer? Non, c'est pas passé comme ça. J'étais fasciné par l'atome en tant que tel, parce que je pense que, si vous voulez, si on veut caractériser la science du 21e siècle, du 20e siècle, si on veut parler du 20e siècle, il faut dire que ça a commencé par la découverte de ce qui se passe à l'intérieur de la matière. On cherchait depuis très longtemps, on savait qu'il y avait des atomes, on avait des hypothèses, mais en fait, on a découvert vraiment ce qui se passait que vers les années 30, il y avait beaucoup de physiciens nucléaires qui se sont rendus compte que non seulement l'atome allait se diviser en électrons, etc., mais que là derrière, il y avait une force incroyable de la matière qu'il fallait domestiquer. Et en fait, aujourd'hui, tous les produits dérivés, je dirais, y compris le téléphone portable, ça se base sur ce qu'on appelle justement l'électronique, c'est-à-dire ce qui est les électrons. Les électrons, ce qui est à la base de l'atome. Et pour moi, on ne peut pas raconter ce siècle et les progrès techniques sans raconter l'histoire de l'atome. C'est ça que j'ai essayé de faire. Il n'y a aucun engagement politique. Il y a un petit peu d'engagement dans la mesure où effectivement c'est une histoire qui a mal tourné. Il y a une partie de cette histoire scientifique qui a mal tourné. Disons, c'est pas évident pour ceux qui ont découvert l'atome de voir ce que ça a provoqué, par exemple, après Hiroshima et Nagasaki, c'est deux bombes qui ont fait des centaines de milliers de morts. Plus rien n'était comme avant. Voilà. Et ceux qui avaient participé à cette aventure, qui considéraient comme une aventure scientifique, se retrouvent avec ce qu'ils appellent eux-mêmes, on a du sang sur les mains. Et vous avez un savant comme Oppenheimer qui va à la Maison Blanche, qui rencontre le président dans le salon ovale, et au lieu d'être fêté comme un grand savant, il est fêté, oui, mais en même temps, il dit « Monsieur le Président, nous avons du sang sur les mains ». Il se met à pleurer, il est chassé du bureau ovale, ce qui est quand même une scène quasiment romanesque, mais qui s'est passée pour de bon. Et ça veut dire que ces gens-là se sont rendus compte que c'était pas neutre, la science n'est pas neutre. Elle participe au progrès, oui, mais elle participe aussi à l'histoire politique du monde.
dans ce livre qui est quand même le cycle, la fin d'un cycle qui a commencé il y a 20 ans, on suit quand même toute une famille pendant ces 20 ans. Qu'est-ce qui a changé entre cette période au tout début de ce cycle et maintenant, aussi bien par rapport aux personnages, mais par rapport aussi au nucléaire, puisque c'est quand même le centre, le fil conducteur là, de votre cycle, c'est le nucléaire. Alors je crois que le nucléaire a été longtemps, disons au même titre que peut-être l'avion Concorde, le TGV, considéré simplement comme une prouesse technique et comme une prouesse qui n'avait plus rien à voir avec la guerre, c'est-à-dire qu'on disait il y a un atome pour la paix et puis il y a un atome nucléaire pour faire des armes. Alors on est d'accord qu'il faut faire une négociation sur les armes nucléaires, mais sur les centrales, non, tout va bien. Et en fait, tout ne va pas si bien, puisque au fur et à mesure qu'arrivent ces catastrophes, d'abord aux États-Unis, 3 Mile Island, ça a même commencé en Russie par des catastrophes qui ont été cachées, puis est arrivé Tchernobyl, puis maintenant encore Fukushima. Et tout à coup, les gens qui travaillent dans les centrales se sentent très très insécurisés. Et en France, c'est une enquête d'EDF, je crois qu'on en est à 93% des gens qui travaillent dans le nucléaire qui préféreraient travailler ailleurs. Et ça, c'est jamais bon quand on travaille quelque part où la sécurité est vraiment super importante et qu'on n'y croit plus. Et ça, pour moi, c'est le drame des gens qui travaillent dans ces centrales et qui apparaît dans mon roman par un type qui est complètement disons, pro-nucléaire et qui se trouve à la fin de son livre en disant bon, est-ce que vraiment c'est ça que je veux ? Parce que peut-être je me trompe, mais même s'il y a des moments de bonheur et de joie, heureusement, parce que même on travaille dans une centrale nucléaire, mais on a quand même une vie avec ces moments de joie et de peine bien sûr, mais c'est quand même plutôt un drame. Oui, surtout que là ça se termine, voilà. J'allais dire, mais voilà, ça se termine. Non, ça ne se termine pas très bien parce que justement, on n'est plus dans l'enthousiasme d'avoir créé quelque chose de nouveau, une science qui marche. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la déconstruction de ces centrales, la déconstruction du cœur, c'est quelque chose d'hyper difficile, qu'il va falloir inventer des robots, qu'on va en avoir jusque dans les années 2050 et que ça va coûter très très cher. Et qu'on avait oublié d'inclure le prix de ce démantèlement à l'intérieur du prix de l'énergie qui est produite. Et vous, la situation n'est plus la même, effectivement. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'humain au milieu de tout cela, en fait. Oui, je crois que c'est pas évident pour les gens qui ont vécu ces drames de se retrouver de manière neutre dans cet environnement. Et même en visitant Malville, qui est actuellement en déconstruction, j'ai pu faire cette visite, je me rends compte que les gens qui sont là-dedans sont très peu sûrs. Il se passe aussi des petites choses qui les insécurisent totalement. Par exemple, j'ai appris qu'il y a 500 kilos de cuivre qui ont pu sortir de Malville comme ça, qui ont été volés en fait. Alors c'est un vol qui apparaît aussi, il y a des gens qui volent les câbles le cuivre un peu partout, mais là, quand même, c'est le site le plus sécurisé de France, c'est la réserve de plutonium de l'armée française, elle se trouve là. Donc on se dit, alors si on peut extraire 500 kilos de cuivre, qu'est-ce qui peut se passer avec 2 kilos de plutonium? Et ça, d'une certaine manière, ça insécurise les gens qui passent tous les jours ce contrôle de sécurité en s'imaginant que tout est en ordre. Malville, ça se situe dans l'Isère, tout près. Dans l'Isère, hein, donc c'est d'ici. Est-ce qu'on peut quand même imaginer, enfin, j'ai envie de vous dire, alors, évidemment c'est la fin, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'au final, il se passe quelque chose, un autre événement ou un autre progrès par rapport au nucléaire et que d'un seul coup, vous auriez envie de rallonger un petit peu ce cycle, ou est-ce que c'est vraiment définitivement la fin ? Pour moi, c'est un peu la fin, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un nouveau progrès, par exemple les nouvelles centrales qui travailleraient avec de la fusion au lieu de la fission de l'atome, serait la nouvelle énergie enfin propre, enfin sans problème, etc. Je crois qu'on est allé d'une déception à l'autre et que déjà se pointe la nouvelle déception qui sera la déception de la fusion. Donc je n'ai pas envie de la raconter. Bon, peut-être feriez-vous un livre sur l'énergie verte, qui sait, peut-être que maintenant les éoliennes ou autres peuvent être un autre sujet. Bon, bien sûr, je vous taquine à ce sujet-là, mais je vous conseille vraiment ce livre-là. Vous allez rentrer dans un univers totalement qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'est pas dedans. Et c'est la fin d'un cycle d'une dizaine de romans. Daniel de Roulet, Le démantèlement du cœur, c'est une sélection du prix Rosine Perrier de ce salon
du livre 2015 de Hermillon. Daniel, merci beaucoup. Merci à vous.